Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de travail, pour parler de féminisme, pour parler de la place des femmes sur le marché du travail et comment tous ces enjeux peuvent s'entremêler. Et donc, on a Sarah avec nous aujourd'hui pour nous en parler de Power Ta Carrière. Sarah, bonjour à toi. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Laura. Eh bien, avec grand plaisir. Est-ce que, évidemment, en tout premier lieu, tu pourrais commencer par te présenter pour éventuellement celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé jusqu'ici? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Sarah Zitouni, j'ai 33 ans, je suis slasheuse parce que à l'heure actuelle, je suis salariée comme la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile. Et à côté de ça, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Power Ta Carrière, qui est une entreprise de coaching de carrière pour aider les femmes à s'épanouir dans le monde du travail, un monde qui a été fait pour les hommes, par les hommes, on va en reparler. Moi, je suis là pour hacker le système de l'intérieur, vous aider à le faire aussi. Et donc, du coup, c'est ma seconde casquette. Ta seconde casquette, et je pourrais même en mettre une troisième, même si elle est dans le cadre de la deuxième, j'imagine, autrice aussi. Oui, et oui, oui, tout à fait. Je suis autrice, conférencière. J'ai écrit 2 livres. Le dernier s'appelle Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau. Et il est sorti en octobre dernier. Alors justement, dans ces différentes casquettes, il y a un compte Instagram. Et dans cette bio Instagram, tu commences d'entrer sur voilà, la bio du compte en disant, spoiler, le patriarcat, c'est pas fini. Alors je me suis dit, on va attaquer les pieds dans le plat avec cette question-là. Qu'est-ce que tu répondrais aux éventuels sceptiques, on va dire, qui diraient, oui, oh, ça va quand même, ça progresse, hein? Alors, c'est intéressant cette dimension de progresser parce que j'ai même pas envie de la confronter directement, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut à la fois y avoir une notion de progrès et quand même continuer à être dans un statut qui n'est pas correct. C'est confondre un peu le bien et le mieux. Tu vois, on peut faire mieux chaque jour et que ce soit toujours pas bien parce qu'on est beaucoup trop loin du compte. La situation peut être mieux en France que dans d'autres pays et n'être quand même pas convenable. Elle peut être mieux maintenant qu'elle était dans les années 60 et être quand même encore parfaitement injuste. C'est là où il y a confusion. Oui, les choses évoluent. Doucement, beaucoup trop doucement. L'ONU nous dit que pour arriver à l'égalité femmes-hommes, on va devoir encore attendre 132 ans au rythme actuel. Moi, 132 ans, je trouve pas ça acceptable, c'est-à-dire que c'est même pas la génération de ma fille, tu vois, 132 ans. Donc ça, c'est pas correct du tout, on n'est pas à la bonne vitesse. Et puis, en plus de ça, on continue à constater des inégalités salariales qui se réduisent beaucoup trop lentement, voire plus du tout d'ailleurs ces dernières années. À chaque crise, c'est l'occasion de re-questionner les droits des femmes au global. On l'a vu aux États-Unis, hein, avec le fait que le pays est quand même revenu sur le droit à l'avortement, ce qui a d'ailleurs donné le fait que nous, on a été le backlash en France et on l'a introduit dans la Constitution. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les droits actuels, ils sont pas suffisants et ils sont pas parfaitement acquis et la situation, elle reste fondamentalement injuste. Donc je vais pas questionner si c'est de mieux en mieux, je questionne que le statu quo actuel, on peut pas s'en réjouir. Et alors justement, pour ces personnes qui éventuellement se disent: «Oui, mais quand même ça progresse» et cetera. Qui se disent que, bon, qu'est-ce qui reste tant comme inégalité finalement, entre hommes et femmes au travail? Alors la liste est interminable, je me doute que tu pourras pas nous en faire une liste exhaustive. Mais si on devait extraire, je sais pas moi, les 3, 5 plus grosses inégalités, dans le monde professionnel entre hommes et femmes? Alors, comme tu dis, il y en a dans tous les champs, hein. Il y a des choses qui sont parfaitement quantifiables et il y a de nombreuses études qui le font. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus insidieuses et plus difficiles à quantifier. Ok, mais si on va mentionner quelques-unes quand même. On va mentionner le fait, par exemple, que les femmes sont interrompues 3 fois plus souvent dans une réunion que les hommes. Et quand on sait à quel point la contribution par la parole, hein, ce qu'on est en train de faire là, par exemple, proposer des idées, discuter d'idées, c'est quand même la façon dont notre société se construit et c'est la façon dont les promotions aussi et la mise en valeur se fait en entreprise. Quand tu peux jamais arriver au bout de ton idée, ça va pas du tout. Sans compter qu'en plus, après, quelqu'un d'autre s'en attribue la paternité, puis là, c'est la cata. Il y a aussi ce que je disais, inégalité salariale, hein. En France, on reste très, très, très haut avec 24%, beaucoup, beaucoup de temps partiel subi pour les femmes. C'est-à-dire beaucoup de femmes qui sont en temps partiel, pas du tout par choix, mais parce que soit elles n'ont pas trouvé un poste à temps plein, soit, et là on arrive à une autre inégalité, en fait, le soin des enfants revient encore énormément aux femmes. On a vu que les tâches, la différence entre le temps de tâches domestiques fait par les hommes et fait par les femmes ne serait
réduit pas, en fait. C'est-à-dire que le temps de tâches domestiques familiales se réduit parce qu'on s'est mis à externaliser plus d'activités, hein. Peut-être on a une femme de ménage, peut-être qu'on a les box Hello Fresh, peut-être, tu vois, il y a des choses qui font qu'on passe moins de temps à s'occuper de la famille et du foyer. Mais par contre, les hommes, eux, ne passent pas plus de temps à le faire, hein. L'écart, il reste bien identique, tu vois. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, et ça impacte le travail, hein, le foyer impacte forcément le travail. Et puis, la dernière chose que je veux mentionner, un dernier chiffre qui, moi, me paraît fou, c'est que tu as plus de PDG aux États-Unis, par exemple, qui s'appelle John, et c'est la même chose en Angleterre, en Allemagne, pardon, où tu as plus de PDG qui s'appelle Mathias que tu n'as de PDG femmes, tout court. Et ça continue à nous montrer qu'en fait, les postes de leadership sont quasiment inaccessibles aux femmes. Et je résiste pas à t'en glisser une petite dernière. Tu m'as dit, hein, tu le savais que j'allais t'en mettre 250, mais je t'en glisse une petite dernière qui est que il y a un truc qui s'appelle la pénalité maternelle. Quand tu as un enfant, tu es payé 6% de moins qu'une femme à poste équivalent, mais qui n'est pas mère. Par contre, quand t'es père, t'as la bonus paternelle, t'es payé 4% de plus qu'un homme qui a un poste équivalent et qui n'est pas père. Parce que quand t'es père, t'es jugé fiable. Quand t'es mère, t'es jugé foutu. Mmh. Alors justement, puisque tu abordes un peu les questions financières, j'avais prévu de te demander ça plus tard, mais ça se prête bien maintenant. Et je voulais en parler, cette question de l'indépendance financière des femmes, puisque c'est un sujet important. Outre les inégalités salariales, d'ailleurs, différence de revenus que tu as rappelé, qu'on retrouve aussi chez les entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, comme quoi, on a bien un problème qui est systémique, puisque pour le coup, on aurait pu penser que bah, les entrepreneuses vont se rémunérer comme elles veulent, comme elles peuvent. Et on retrouve ces écarts quand même de rémunération. Tu pourras peut-être nous en toucher deux mots. Il y a aussi la répartition des finances, notamment dans les couples hétéros, qui désavantagent les femmes, puisque c'est souvent les femmes qui font les dépenses du quotidien, les courses, etc. C'est souvent les hommes qui font les dépenses des prêts immobiliers, ou voilà, des choses qui peuvent les avantager sur le long terme, et notamment s'il y a une séparation ou un divorce. Bon, on se dit que le travail, ça a été, et que ça peut être un vecteur d'épanouissement et d'émancipation pour les femmes. Est-ce que sur la question financière, c'est tant le cas que ça? Alors absolument, parce que je ne pense pas d'abord que toutes les femmes soient euh, sujette à avoir un intérêt pour l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, c'est intéressant, je fais les deux et je peux très bien te dire qu'il y a des gens qui sont plus portés sur l'un et plus portés sur l'autre. Donc, cette notion de se dire que le salariat, c'est pas possible, donc du coup, tu vois, il faut trouver une voie alternative, c'est un mythe en fait, c'est pas une notion qui est correcte. Comme tu dis, ça se vérifie d'autant plus qu'en plus, on voit que les entrepreneurs aussi galèrent d'un point de vue financier, que elles aussi sont sujettes à un sexisme financier, hein. Les banques financent 4 fois moins souvent un projet qui est présenté par une femme qu'un projet qui est présenté par un homme. Les venture capitals donnent presque pas d'argent à des startups qui sont montées par des femmes. On le voit d'autant plus que les startups mixtes, en fait, elles sont moins financées que les startups où il y a des hommes seulement, mais elles sont quand même plus financées que les startups où il y a des femmes. Donc, tu vois, si tu mets un facteur pénis là-dedans, ça a l'air d'aider quand même les finances. Donc, on peut pas complètement se dire, OK, on laisse tomber le salariat, le seul moyen de s'en sortir, c'est l'entrepreneuriat. Et du coup, si tu as des problèmes de sexisme dans le salariat, tu as des problèmes de sexisme dans l'entrepreneuriat, moi, je peux vous souhaiter d'être rentière, hein, mais ça va dépendre de vos parents. Donc, le seul truc que je peux dire, c'est qu'en fait, il faut complètement qu'on pète ce système. Il faut absolument qu'on transforme tout ça, parce que ce n'est pas acceptable de continuer à se dire, OK, c'est pas grave, les femmes, elles gagnent moins dans leur vie enfin, elles gagnent moins dans leur vie professionnelle, donc elles vont prendre les décisions dans leur vie personnelle et familiale qui vont les rendre encore plus déprimentaires, c'est-à-dire encore plus déficitaires. Je vais prendre le congé maternité parce que j'ai le plus petit salaire des deux. Je vais m'occuper des enfants plus parce que j'ai le plus petit salaire des deux. Ma carrière s'est moins développée que celle de mon compagnon, donc je vais le soutenir et le suivre partout dans le monde quand il va s'expatrier. Et en fait, à la fin, comme tu dis, ça pose des énormes problèmes, surtout si l'unité familiale ne reste pas, tu vois, unie. Si tu te sépares, alors pire de tout, si tu te sépares, parce que le mariage est un peu protecteur en France, le concubinage, pas du tout. Et alors, si tu divorces, ça pose quand même des problèmes parce qu'on sait que les femmes récupèrent la garde, que l'éducation d'un enfant, ça coûte beaucoup d'argent et que la pension alimentaire n'est pas calculée sur les sommes dont tu as besoin pour éduquer l'enfant, mais sur les revenus du mari. Et en plus, elles sont rarement payées. J'allais dire, en plus, effectivement, elles sont rarement payées. Alors, sur ce constat pour le moins réjouissant, tu nous dis: «Il faut donc qu'on pète ce système, qu'on le transforme». Comment on fait? Alors,
D'abord, d'un point de vue politique, hein, moi j'essaye toujours de parler dans mes livres aussi du problème systémique. Pareil, là récemment, avec Power Ta Carrière, on a sorti une étude faite sur 2300 femmes salariées en France qui explique leurs vraies difficultés au travail, ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas, spoiler, le manque d'ambition ou leur manque de confiance, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Et cette étude, hein, vous pouvez la retrouver sur le site de Power Ta Carrière. Mais typiquement, il y a des vraies problématiques politiques. Et donc, j'en parle dans cette étude notamment, des mesures comme rendre le congé parental égalitaire entre les deux parents, avec une partie qui ne peut pas être prise en commun, tu vois, comme c'est le cas ici où je travaille en Suède, qui fait que les pères, du coup, sont obligés de se responsabiliser et ont, du coup, une implication avec leurs enfants qui est très différente. La place de l'enfant tout court est différente. Des mesures aussi comme ils ont fait l'index égalité pro, là c'était Marie-Pierre Rixin qui a mis ça en place, bravo à elle. Mais tu vois, il faudrait le rendre public, il faudrait le rendre plus contraignant, il faudrait qu'il y ait plus de facteurs dedans, il faudrait aller plus loin dans ce genre de mesures. Ça, c'est des mesures politiques. Et après, dans les mesures que nous, on peut prendre au quotidien, eh ben, en fait, il faut se rendre compte que chaque pas qu'on prend nous, même avec la difficulté des fois que ça peut enjoindre, ça, aussi, ça modèle aussi une nouvelle société. À chaque fois que je négocie mon salaire et que je le négocie de façon très, tu sais, tendue, quoi, que je laisse rien passer, que je suis déterminée à obtenir ma valeur, et ben ça crée un monde où mes petites sœurs, elles vont pas se confronter à les femmes ne négocient pas et du coup c'est normal, on les carotte. Elles vont se retrouver dans une situation où c'est normal que les femmes négocient parce qu'on normalise la situation. Euh, et il y a plein de mesures comme ça. Toutes les fois où je dis non, toutes les fois où je compte mes heures, hein, pour ne pas systématiquement juste faire du bénévolat pour mon patron, c'est des situations où je crée un cadre de travail. Surtout moi maintenant qui suis directrice de la stratégie et donc qui suis leader, et ben c'est aussi montrer par l'exemple ce qui est acceptable dans le monde du travail et ce qui ne l'est pas. Alors justement, pour faire un peu le lien avec ça, de ces injonctions évidemment qui pèsent sur les femmes, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles elles grandissent. Il y a une injonction forte et que je retrouve aussi très souvent chez les entrepreneuses qui nous écoutent, avec lesquelles j'échange, etc. C'est cette injonction, puis tu en parles dans ton livre, de se faire petite, de se faire discrète, de ne pas se mettre en colère parce que c'est pas joli, c'est pas féminin, c'est que sais-je, autre bullshit du genre. Alors, ma question, c'est quoi les conséquences de ce type d'injonction? Et surtout, je repose la question du qu'est-ce qu'on peut faire? Mon sous-titre, c'est est-ce que ça ne retombe, enfin, c'est les femmes qui sont victimes d'un système, principales victimes du système patriarcal, et c'est du coup encore sur elles que retombe la responsabilité de trouver des solutions, de s'opposer, etc. Donc, surtout avec cette injonction, par exemple, là, de se faire petite, de se faire discrète, si je me retrouve dans cette situation, si je me retrouve intimidée, par exemple, comment je peux faire? Alors, je vais revenir sur un point important dans ta question qui est, c'est quand même terrible que la responsabilité nous incombe, enfin la responsabilité du changement nous incombe à nouveau. Et je dirais pas le contraire, hein, c'est difficile. Et en plus, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes on duty, on clock, 24 heures sur 24. Hein. Vous avez le droit de vous dire, tant pis, là je laisse passer parce que la quiche, tu vois. Il n'y a pas une exigence qu'il faut absolument être sur le dos tous les jours de l'année. Même moi, tu vois, c'est mon métier avec Power Ta Carrière. Ça fait partie de mon métier en tant que directrice de la stratégie. Et une fois de temps en temps, je dis, bon, là, la vanne, on va la laisser passer. On verra dans 2 jours. J'enverrai un mail au mec pour lui dire que c'était pas normal. Mais tu vois, il y a ça. Donc, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est-à-dire que comme on est les premières, justement, victimes de ce système, à un moment donné, moi, je pense que ces personnes-là, qui sont vulnérables dans le système, il faut les armer. Il faut leur donner ce qu'il faut. C'est à ça que ça sert. Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau, mon livre. C'est le guide pour t'armer quand tu vas au travail. Et d'ailleurs, des entrepreneurs aussi, et je les ai rencontrés en dédicace, hein, qui l'ont acheté. C'est le guide pour t'armer, pour que tous les trucs qui paraissent difficiles ou qui paraissent pas possibles, ou les mythes que tu crois, on les sabote, on les défonce, et moi je t'arme, et comme ça après, tu vois, c'est plus facile dans la vie. Et oui, la première fois où on dit non, c'est difficile. Mais petit à petit, c'est pour ça que j'ai même mis des phrases, tu vois, telles quelles, toutes faites, que tu peux utiliser au départ quand tu sais pas comment dire non. Mais petit à petit, ça aide, et on trouve cette voix qu'on a à l'intérieur de nous, qui a toujours été là en fait, et que ce côté faire petite oppresse. C'est-à-dire que toutes les femmes que je rencontre et qui ont cette injonction de fallait me faire petite, elles en souffrent. C'est pas une, tu vois, si c'était des femmes qui me disaient moi j'aime bien être dans un petit coin, j'aime bien qu'on me voit pas trop et tout, pas de problème. Mais elles n'arrivent pas jusqu'à moi celles-là parce qu'elles sont contentes, il y a pas de souci. Celles qui arrivent jusque là, celles qui nous écoutent aujourd'hui, c'est celles qui disent j'en ai marre de pas avoir ma place. J'en ai marre d'avoir l'impression que juste écarter un peu mes bras, c'est déjà trop prendre de place. J'en ai marre que le moindre mot, le moindre pas, même quand on me fait les pires offenses, même quand on me respecte pas, même quand visiblement on me traite mal, de me rebeller, ce serait mal perçu.
Et tu vois, si ça leur convenait, bah, tant mieux, mais ça ne leur convient pas. Donc maintenant, quand ça ne te convient pas, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ce que tu fais, c'est te rendre compte que oui, ce sera mal perçu, mais que dans la vie, est-ce que c'est mieux d'être la connasse dont les gens des fois parlent dans son dos en lui disant oh là là, Yana, quand même, elle est super relou, tu vois. Ou celle que peut-être tout le monde a l'air d'apprécier et que peut-être un jour on enverra des gerbes sur ta tombe, tu vois, parce que tes collègues ils diront ah, elle était gentille quand même, elle était sympathique et tout, pendant que tout ce temps-là, toi, tu prenais sur toi et t'es au bord de l'implosion et au bord du burn-out tous les jours. Attends, moi, je dis, concrètement, faites-vous passer. Oui, la colère des femmes, ce n'est pas jugé acceptable. Ça n'empêche que c'est parce que c'est une arme et que vous avez le droit d'être en colère contre l'injustice et vous avez le droit de vous défendre. Et c'est pour ça, comme je te dis, qu'il y a des phrases toutes faites. C'est qu'elles permettent d'équilibrer cette difficulté entre je sais que ça va être mal perçu, mais j'ai quand même besoin de le faire. Oui, alors ça m'évoque une question, je pense que tu as déjà en partie répondu, mais souvent quand, le féminisme, c'est un peu, on le dit souvent, hein, d'ailleurs, la pilule rouge de Matrix, hein. C'est-à-dire qu'après, tu vois les injonctions, tu vois les oppressions, tu vois les discriminations. Pour autant, souvent pour beaucoup de femmes, il y a un coût social à être, comme tu disais, celle qui laisse pas passer, que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans un repas entre amis ou dans, le repas de famille, à table et cetera, d'être celle à qui on va dire: «Ah ça va, c'est bon, prends sur toi, laisse tomber» et cetera. Donc il y a souvent un coût social. Peut-être qu'il peut y en avoir des femmes là qui nous écoutent et qui disent qu'effectivement ce coût social, il est trop cher à payer. Donc si j'ai bien compris, ta réponse est de dire: «Il sera toujours moins cher que celui de l'oppression». Mais c'est-à-dire, en fait, moi, l'image que j'ai, c'est de dire la bataille, elle est soit en interne, soit en externe. C'est-à-dire que soit tu es confronté à l'hostilité extérieure et donc tu te défends face à cette hostilité, soit tu internalises et tu souffres à l'intérieur. Et moi, je préfère que la bataille, elle se passe à l'extérieur de vous toutes que à l'intérieur. Parce que c'est très injuste et parfaitement désagréable. Au-delà de ça, j'aimerais quand même qu'on relativise aussi un peu le propos. Il y a un coût social, d'une certaine manière, à ne pas être une carpette, mais à côté de ça, il y a aussi un respect qui s'impose. C'est-à-dire que je l'ai vu de nombreuses fois en entreprise, les femmes qui se disent, c'est un grand mythe, je vais être sympa, je vais travailler, je vais baisser la tête, ça va bien se passer. Et les promotions, elles passent et elles défilent. Et t'as un type tu vois, t'as Jean-Mimi Machine à café qui a le boulot et tu sais pas pourquoi, et machin, il réseautait, et hop, il connaissait le poste avant toi, il a pu postuler, et ce genre de choses. Pareil, t'es payé des cacahuètes, mais négocier c'est moche, donc tu oses pas le faire. Et en fait, ça continue à être le cas. Et en fait, le moment où tu commences à basculer de braquet, oui, parfois, tu fais face à de l'hostilité. Il y a des gens qui trouvent ça insupportable, une femme qui parle. Moi, je suis directrice de la stratégie, donc je te dis, hein, il y a des vieux gars dans l'automobile, ils trouvent ça même honteux, une femme de 33 ans qui leur explique quel moteur on va mettre dans quelle voiture, tu vois. Catastrophe, qu'est-ce que t'en sais, machin chose et tout. Euh, mais à côté de ça, tu vas aussi, d'une certaine manière, commencer à gagner le respect d'une professionnelle. Les gens vont aussi se rendre compte que tu es une vraie professionnelle, qu'on peut pas te marcher sur les pieds, que ça fait partie du personnage et que c'est normal. Et pour les entrepreneurs, c'est pareil. C'est le fameux coup, tu sais que quand tu es toujours en train de t'excuser de tes devis, personne paye le prix. Alors que quand tu présentes le prix en mode mon expertise vaut tant, ben tu trouves ta tribu, tu trouves les gens qui se disent ouais, envie de bosser avec cette meuf et l'expertise elle vaut tant, c'est cool, je paye. C'est très bien qu'on ait mis un mot sur les devis. Enfin, que tu aies mis un mot sur les devis. C'est une petite piqûre de rappel, c'était pas le sujet du jour, mais c'est la petite piqûre de rappel qui fait pas de mal par où elle passe. Justement, tu as dit, il peut y avoir un coût social à être la connasse, et cetera. Eh ben, j'avais une question là-dessus, puisque dans ton livre, tu proposes un test pour évaluer quelle connasse, entre guillemets, nous sommes. Et si on obtient un maximum de A à ce test, on lit le résultat suivant. Tu n'es pas la connasse, mais le connard. Malheureusement, ça, c'est juste impossible à vivre. Il y a un jour où tu as lu un bouquin de développement personnel et où ça a mal tourné. Ma question, c'est, est-ce que derrière cette réalité dont tu parles là, on n'a pas là les femmes qui ont peut-être l'impression de devoir jouer avec les armes du patriarcat pour se défendre? C'est ça. Le connard, pour moi, c'était l'image pour dire, en gros, c'est les femmes auxquelles on a toutes été confrontées des fois, qui ont choisi comme technique de survie de se dire que il n'y avait que quelques miettes du gâteau qui étaient dévolues aux femmes et les miettes, ça allait être pour elles. Tu vois. C'est-à-dire l'opposé de ce qu'on se dit depuis le début. Depuis le début, ce qu'on est en train de discuter, toi et moi, c'est de se dire, ce gâteau-là, il n'est pas partagé à égale proportion, donc on va se démerder pour qu'il soit coupé au milieu. Et on va gratter. Chaque année, on va gratter jusqu'à ce qu'il soit coupé au milieu, et c'est le seul statut qu'on considérera comme acceptable. Les femmes qui deviennent le connard,
C'est les femmes qui se disent, je ne sais pas quand le gâteau sera coupé à moitié, je ne suis même pas sûre que ce sera possible, ou je ne suis même pas sûre que c'est légitime. Tant que j'ai ma place au soleil, ça me va. Ce que j'appelle celle qui, tu sais, qui arrive au sommet et qui ferme la porte derrière elle. Moi, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire. Tu vois, en tant que directrice de la stratégie, j'ai développé des programmes de mentorat dans notre entreprise pour les jeunes femmes. J'ai développé notre réseau féminin en interne, etc. Parce que le but pour moi, c'est pas d'avoir fermé la porte derrière moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes en réunion, que j'arrête d'être la seule. Euh, et donc, euh, je peux à la fois sympathiser et comprendre ces femmes-là, et je peux absolument pas cautionner ce comportement-là. C'est pas correct en fait. Et ça n'est utile à personne, même pas à elles d'ailleurs, parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un viendra même leur contester les miettes qu'elles ont. Donc il y a que la sororité qui fonctionne fondamentalement. Oui, eh ben justement, ça tombe bien que tu prononces ce mot-là, puisque j'arrivais à ça. J'entends évidemment la question du sexisme intériorisé dans beaucoup des exemples là que tu peux mentionner. La question de la solidarité, de la sororité, ça me paraît fondamental. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de cette thématique de la rivalité féminine? Comment est-ce que le patriarcat a intérêt à ce que cette rivalité existe? Comment le patriarcat y tient aussi sur cette rivalité entre les femmes? Et des petites phrases qui peuvent paraître anodines, que des fois on entend dans les entreprises que, je préfère travailler avec des hommes, l'ambiance entre les femmes, elle est toujours pourrie, bref, toutes ces petites phrases du patriarcat qu'on adore. Ouais. Alors, typiquement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les femmes, par exemple, c'est la seule catégorie qu'on traite comme une minorité alors que c'est une majorité. C'est-à-dire que dans le monde, les femmes sont majoritaires, hein, c'est un peu au-delà de 51%, je crois, donc c'est une majorité assez flagrante, je veux dire, à l'échelle de 9 milliards d'habitants. Et pourtant, traité comme inférieur, traité comme dominé, traité comme une minorité, ça n'a pas de sens. Et du coup, un des trucs qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il faut absolument saboter, tu vois, la cohésion du groupe. D'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on voit des fois sur, tu sais, les dimensions patronat-salariat aussi, où on essaye de saboter un peu les liens entre les salariés pour qu'ils aient pas la mauvaise idée de s'associer ensemble et de commencer à réclamer des trucs, tu vois, au leadership, quoi. Donc, pardon, ici, c'est un peu la même idée. Et c'est ça, tu vois, qui est internalisé comme Et puis, c'est aussi lié dans le mythe de la vraie position. Et tu vois, on en parlait avec la colère. La vraie position d'une femme, c'est une position de plaire. C'est une position où on essaye de plaire. Donc, forcément, on en parlait tout à l'heure, la colère, c'est pas bien, parce que la colère, ça plaît pas, c'est erk. Mais à côté de ça, tu vois, tu as aussi ce truc, bah, pour plaire, c'est un genre de compétition. C'est un peu Miss France tous les jours. Alors, c'est Miss France du cerveau, Miss France de la commerciale, mais c'est un peu, tu vois, et c'est fou, hein, d'ailleurs, hein, qu'on ait encore ce concours. Parce que moi, tu vois, j'habite en Suède, il n'y a pas de Miss Suède, parce qu'on considère que c'est pas normal comme schéma. Mais en l'occurrence, c'est ça qui crée et qui entretient cette rivalité depuis petite, depuis ado. Et donc après, je peux pas forcément en vouloir, tu vois, des femmes qui, une fois adultes, en arrivent là. Tu parlais tout à l'heure de pilule rouge. Alors, c'est rigolo comme image, en plus que les masculinistes l'utilisent aussi. Matrix, ça finit dans les mains de tout le monde, hein. Mais du coup, tu vois, c'est un peu ce truc. C'est qu'une fois que tu découvres qu'en fait, les autres femmes ne sont pas des ennemis, elles sont pas là pour te faire du mal, que en fait, le système fonctionne pas et que le système est détrimental pour tout le monde, alors tu n'as plus besoin de voir tout le monde comme des ennemis. Par rapport à cette histoire de moi, je préfère bosser avec des hommes, les hommes, ils sont pas drama, les femmes, elles sont drama. Alors, je vais mettre ça au clair tout de suite. Ça fait 11 ans que je travaille dans l'automobile, c'était mon rêve, tu vois, je voulais absolument bosser là-bas. C'est un des secteurs où c'est le plus drama au quotidien. Il y a des mecs dont je connais le nom de leur maîtresse, je les ai jamais croisés au bureau. Il y a des gars qui bitchent sur des gars toute la journée à la machine à café. Il y a des jeux de pouvoir et de politique en permanence pour savoir qui va prendre quel poste au leadership. Et en fait, c'est juste que quand c'est les hommes qui le font, on se dit que c'est de la politique, et quand c'est les femmes qui le font, on se dit que c'est Gossip Girl. Mais c'est Gossip Girl pareil, en fait. Et vraiment, hein, si je peux vous détromper là-dessus, moi j'ai bossé dans des équipes où il y avait quasiment jamais de femmes, et quand il y avait des femmes, franchement, ça m'a plutôt fait plaisir. Et ça empêchait pas du tout le bitchage, hein. Et je vais même rajouter un truc là-dessus. Il y a des études en fait qui ont été faites et qui montrent que ce qui pose problème, c'est les groupes homogènes. Pas du tout le fait que ce soit des femmes ou des hommes. Si c'est un groupe homogène d'hommes et qu'il n'y a pas de femmes dedans ou trop peu, le taux de cortisol, donc de stress dans le sang, est plus élevé. Et pareil, si c'est un groupe que de femmes. En fait, ce qui aide les gens à ne pas être stressés, c'est l'hétérogénéité. Mmh. Et justement, puisque ça me fait penser dans les conseils d'administration des grandes entreprises où on a encore la problématique de n'avoir que des hommes ou quasiment que des hommes, euh, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, de manière systémique, de manière collégiale, pour les faire rentrer, ces femmes, dans les conseils d'administration et dans les postes du pouvoir, des postes de pouvoir de manière générale, en fait?
Et bah, tu sais, ce qui est intéressant, Laura, c'est qu'on s'est souvent posé cette question et du coup, on a souvent mis des quotas là-dessus. On s'est dit, par exemple, tu vois, dans mon entreprise, le COMEX, il est paritaire. Et donc, on se dit, yeah, bien joué, le COMEX, il est paritaire, sauf que 20% de femmes, 21, je crois, au dernier compte dans mon entreprise. Tu fais, oula, pourquoi elles sont toutes là-haut, il y en a nulle part ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et en fait, c'est parce que on s'est rendu compte il y a quelques années, tu en parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plafond de verre, sauf que la sociologie féministe, qui a avancé, qui a fait des études supplémentaires, s'est rendu compte qu'il y avait un problème largement avant. Et c'est ce qu'on appelle l'échelon manquant. L'échelon manquant, faut penser à une échelle, tu vois, c'est comme, c'est la corporate ladder, comme ils disent en anglais. Donc, il y a l'échelle qui te fait monter les postes hiérarchiques, et en fait, tu as le tout premier maillon, qui est quand tu deviens chef d'équipe. Il y a une équipe, et puis tu as le premier manager. Et en fait, à ce premier maillon, on promeut déjà 87 femmes pour 100 hommes, tous secteurs confondus. Donc en fait, à ce niveau-là, tu as déjà un problème parce que tu as déjà réduit le pool. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus tu montes dans les maillons, plus tu as réduit le pool. Et donc quand tu arrives à un moment où tu es à ces postes de leadership tout en haut de l'entreprise, bah, les entreprises, elles peuvent te dire, sans mauvaise foi pour le coup, ben, en fait, on aimerait rendre notre COMEX paritaire, mais on ne sait pas où les trouver, les nanas, parce qu'il n'y en a pas dans le ranch ou presque pas. Ou alors elles sont déjà au COMEX, tu vois. Et en fait, ça t'explique que le problème, il faut aussi le percevoir. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre qui s'adresse à des femmes qui sont pas forcément, tu vois, dirigeantes. Parce que le problème, il faut aussi le voir dans le quotidien. Il faut aussi le voir dès le début. Ça va pas magiquement se résoudre au niveau du COMEX. Oui, clairement. Ça me fait penser dans tous ces, comment dirais-je, ces inégalités qu'on peut constater et où on a des fois du mal à identifier le facteur ou les facteurs, parce que c'est rarement une cause unique, mais les facteurs en amont qui expliquent le pourquoi du comment. Ça me fait penser à beaucoup d'études, tu sais, qui avaient été publiées, qui montraient l'organisation, par exemple, des villes, comment les villes sont pensées par les hommes, pour les Exact. hommes, etc. Ou la place prise par les hommes dans les transports en commun, par exemple, puisque tu parlais tout à l'heure aussi de ça. Est-ce qu'on retrouve ça dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'on a aussi des locaux, des entreprises pensées par les hommes, pour les hommes qui prennent plus d'espace physique? Alors, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Il y avait aussi les cours de récréation, hein, Les parce cours, qu'on ouais. a tous connu les garçons qui jouent au foot et du coup, ils prennent Mm, 90. Tu sais que c'est encore vrai pour ma nièce, hein. Ma nièce, c'est 10 ans. Et donc, je suis allée la chercher à l'école et les garçons continuent à jouer au foot et prendre 90% de la cour. Et les filles, elles sont dans un coin, tu mm. sais, en train de faire de la corde à sauter, d'essayer de pas trop gêner tout le monde, quoi. Donc, c'est assez terrifiant que ça ait toujours pas changé, ce truc. Euh, pour rebondir là-dessus, il s'avère que la place en entreprise, c'est souvent la place vocale. C'est la place dans l'audio, en fait. Et c'est ce que je te disais, les hommes parlent plus que les femmes en réunion et les interrompent 3 fois plus aussi. Et donc, ça crée ce prenage de place, tu vois. Ça crée j'envahis l'espace et je laisse pas l'espace à l'hétérogénéité. Et c'est d'autant plus vrai quand t'as pas beaucoup de femmes en réunion. Parce que si t'en as qu'une, c'est un token. Donc c'est bien, elle est là, elle décore un peu, tu vois, genre, oh, on n'est pas tout seul, tu vois, il y a une femme. Mais c'est difficile pour elle de s'imposer, surtout si personne ne fait de... Parce qu'on a tous internalisé des biais sexistes et genrés. Donc si on fait pas un effort conscient, en plus, même les femmes s'interrompent entre elles. Donc tu vois, si on fait pas un effort conscient de se dire, je suis la personne qui lead ce meeting, je ne vais pas laisser les gens s'interrompre dans mon meeting, je vais leur dire, laisse machine finir et ensuite, je te donne la parole. Alors, d'emblée, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois, ces exemples que tu citais, ça me fait penser à un qui est dans l'automobile. Mon milieu, c'est très frappant et très angoissant. Mais pendant des années, en fait, on a fait des crash tests qui étaient basés sur Homo conductus, on va dire, moyen. Et Homo conductus moyen, pour nous, c'est un homme d'1,75 m et 85 kilos. Donc, c'est un crash test demi hein, qui est fait 1,75 m, 85 kilos. On voyait pas le problème. La régulation voyait pas le problème. La norme voyait pas le problème. Les sociologues ont vu le problème parce que elles notamment, ont fait des études et elles se sont rendues compte que les femmes étaient impliquées moins souvent dans des accidents et elles étaient impliquées moins souvent dans des accidents graves. Mais quand elles étaient impliquées dans un accident grave, elles avaient une probabilité d'être gravement blessées ou décédées beaucoup plus importante. Et donc, on a dû, tu vois, revenir en arrière. Bordel, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que ça se passe comme ça? Et on s'est rendu compte que c'est le mannequin de crash test qui va pas parce que les femmes, en fait, étant plus petites et plus légères, elles sont assises plus près du volant pour atteindre les pédales. Donc, elles prennent des plus gros chocs. Même l'airbag, il y avait beaucoup de traumas faciaux qu'on comprenait pas. L'airbag sort trop fort pour quelqu'un qui est aussi près et qui a un petit visage.
Donc, tu vois, on s'est retrouvé à devoir en panique mettre en place des mesures, genre des airbags qui sont à 2 niveaux et qui détectent le poids dans le siège, des choses comme ça. Mais on n'avait surtout pas vu le problème. Et ça, c'est grave, parce que tout notre intérêt pendant des années, c'était de faire de la sécurité et qu'il n'y ait pas une personne qui meurt dans nos voitures. Et quand on s'est rendu compte que les personnes qui mouraient encore dans les voitures, c'était des femmes, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte que notre homo moyen, là, il n'était pas du tout valable. Et ça, tu vois, ça va avec plein, plein de choses comme ça en entreprise qui posent problème parce qu'il y a un manque de diversité. Oui, je voulais aussi rebondir, tout à l'heure, dans tu sais, quand on parlait de sexisme intériorisé ou des femmes qui tentent dans la mesure du possible de jouer avec les armes du patriarcat pour s'en sortir, ça me fait penser aussi à une étude, notamment sur les femmes politiques qui montre alors, quand il y en a et qui montrait que les années passant, on voyait ces femmes se masculiniser et avoir de plus en plus des costumes bleu marine, noirs, se couper les cheveux, moins se maquiller, etc., pour rentrer un peu dans les codes de la masculinité. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce point-là? Ouais, il y a une étude aussi qui est sortie récemment qui montrait que les femmes dans une position de leadership, et ça va vous faire marrer ceux qui écoutent ce podcast, que vous allez voir que je tombe pas du tout dans la catégorie, ont une voix plus grave. Ça peut faire marrer tout le monde parce que moi j'ai toujours une voix très au perché, mais elles ont une voix plus grave. Et surtout, on voit qu'il y a une modification du timbre, c'est-à-dire que maintenant il y a même les femmes en position de leadership, il y en a un certain nombre qui prennent même des coachs vocaux pour baisser le timbre de leur voix. Et c'était à mettre en parallèle en plus avec un autre phénomène très intéressant où aux États-Unis, les évangélistes étaient tous les fondamentalistes religieux chrétiens en fait, au contraire, on éduque les filles, et donc tu le vois sur certaines épouses de politiciens américains, à garder leur baby voice. Donc, elles font des interviews tout entières avec cette voix très chuchotée, très haut perché, très enfantin. Tu sais, les enfants, en fait, même les filles muent à un moment donné quand même un peu, et la voix se pose plus grave, quoi. Et en fait, elle garde cette voix d'avant la mue qui est forcé donc, hein, qui ruine un peu la gorge apparemment. Et donc c'est pour te montrer comment tu vois, souvent même sur des choses comme ça, tu as des enjeux. C'est-à-dire, c'est à ça que ça me fait penser ce que tu dis, c'est tu as des enjeux de timbre de voix. Je sais que c'est Léa Salamé aussi qui expliquait que c'est la première femme à une matinale radio et que avant qu'elle rejoigne la matinale radio, on lui disait non mais les femmes en matinale c'est compliqué parce que les gens ils aiment pas la voix des femmes et c'est désagréable le matin. C'est pas relaxant quoi. Ben oui. Ben oui, en même temps, on se rend pas compte. J'en rigole nerveusement parce que c'est vrai que c'est des choses où on pourrait se dire quand même, ça paraît délirant qu'on aille encore dire ça à quelqu'un comme Léa Salamé, effectivement, matinale la plus écoutée de France d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Alors ma question, enfin mon ensemble de questions plutôt, qui vient, euh, peut-être que nos auditrices là se disent, c'est super, je suis 100% d'accord avec Sarah, Sarah a raison, Sarah elle va nous changer le patriarcat et les féministes d'une manière générale. Mais en attendant, moi, demain matin, je vais au boulot, dans ma boîte ou, enfin, salarié ou entrepreneur, peu importe. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, j'ai conscience que je suis aussi le produit de dizaines et de dizaines d'années à l'échelle de votre vie et beaucoup plus que ça, d'injonctions de poids, etc. Donc, j'ai conscience que j'ai pas à me faire discrète, j'ai conscience que j'ai pas à me faire couper la parole, j'ai conscience que, gna, gna, gna. Mais comment je fais pour m'outiller, pour m'armer? Alors, je comprends tout à fait et je préférerais d'ailleurs que, tu vois, nos auditrices, elles sont en train de se dire Go, alors maintenant, c'est quoi la solution? Plutôt qu'il y en ait qui sont en train d'essayer de s'ouvrir les veines, tu vois, avec des cuillères rouillées, hein. Tout le monde reste avec nous, ça va bien se passer parce que le constat est pas ouf, mais ça va pas dire qu'on n'a pas des solutions. Alors, tu vois, typiquement, le premier truc, c'est de déconstruire tous les mythes et les injonctions qu'on a reçus. Tant que tu crois que c'est normal, tu continues à faire avec et tu comprends pas pourquoi ça fonctionne pas comme tu veux et c'est désespérant. Donc c'est pour ça qu'on passe du temps avec ce constat, c'est pour ça qu'on passe du temps à déconstruire ces injonctions, c'est pour qu'il n'y en ait pas encore qui se disent bah, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, je me suis plantée à cause de moi en fait. De complètement individualiser cette question alors qu'elle est très 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 systémique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu vois, il y a des choses très très concrètes. Par exemple, je veux dire non. Tu vois, demain, tu arrives et t'as un mec, il est là, on revient sur les devis, il veut négocier ton devis et alors il veut pas juste le négocier, il veut le tabasser, tu vois, ton devis. Et tu veux lui dire non, c'est pas possible, c'est pas correct. Eh ben, il y a des possibilités pour dire non de façon ferme, qui fonctionnent et qui sont assertives, pas agressives. Un exemple, moi je pense qu'on peut dire merci 14 fois d'affilée pour dire non.
C'est un truc que j'aime bien faire. Parce que c'est très difficile de s'énerver contre quelqu'un qui dit merci. Tu peux dire merci de cet email. J'espère qu'il vous trouve bien. J'ai pris en compte votre requête. Ce sera pas possible de baisser le devis. Ou tu vois, ça peut être un truc genre, je le propose souvent en négociation de salaire, je dis, tu vois, quelqu'un il te fait une offre et c'est pas l'offre que tu veux. Et du coup, tu appliques, ça s'appelle de l'étiquetage. Tu appliques une étiquette dessus pour qu'ils se sentent obligés de s'y conformer. Un truc, par exemple, c'est de dire merci pour ton offre généreuse, alors que c'était pas généreux. Mais merci pour ton offre généreuse. On est en train de progresser dans la bonne direction. Il serait bon quand même de prendre en compte X, Y, Z. Tu vois, tu remets tes arguments sur le tapis. Et je pense qu'on peut, tu vois, trouver une offre qui nous convienne à tous les deux. Et ça, tu vois, c'est une façon de dire merci, non merci, quoi. Ça, c'est des choses concrètes. Une autre chose concrète aussi, comptez vos heures, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Comptez vos heures. Vous n'êtes pas censé être hustle culture, il faut que ça s'arrête 5 minutes. Vous n'êtes pas censé vous buter au travail. Et à l'opposé, si vous êtes entrepreneuse, que vous dirigez votre boîte, etc., vous avez le droit d'avoir des plages de travail qui sont solides et ininterrompues. C'est pas parce que vous travaillez de la maison, par exemple, que ça devient une excuse pour refaire les machines à laver, c'est moi qui vais chercher les gosses plus tôt, etc. Donc typiquement, tu vois, ces trucs-là, à nouveau, dites non, même à votre partenaire. C'est marrant, tu vois, parce que j'ai coaché une femme qui était salariée et qui maintenant va être porteuse de la flamme olympique à Paris 2024, qui avait un énorme manque de confiance, savait pas dire non, disait oui à tout, people pleasing total, machin. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le coaching, elle se retrouve à dire non à son mari. Genre, et ce week-end, je lui ai dit que je fais, oula, je veux pas de problème conjugal, moi. Mais tu vois, en fait, dire non, t'apprends et puis tu le fais partout après, tu vois. Tu le fais à tes potes qui abusent, ton chef qui abuse, etc. Alors justement, dans le registre, ceux qui abusent, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditrices qui peuvent éventuellement se trouver confrontées? J'ai envie de dire, il y a 2 questions en une. La première, c'est peut-être à la fatigabilité d'avoir la sensation de faire l'éducation de leur patron, de leur mari, de leurs cousins, de leurs frères, de leurs oncles, que sais-je. Petit 1 et petit 2 qui se retrouvent dans la situation au repas entre amis ou en famille du fameux not all men, de: «Oui, non mais attends, ton patron d'accord, mais moi, je suis pas comme ça». Alors, c'est hyper intéressant parce que je trouve que ce truc, ta position, elle évolue avec le temps. Au début, je m'embrouillais avec plein de gens. Au début, je faisais l'éducation, je me prenais la tête, je recommandais les couilles sur la table, tu ressors les mêmes listes de podcasts 14 fois. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que les gens, ils y vont pas, ils les écoutent pas, ils lisent pas les bouquins. Tu sais, il y a plein de bouquins formidables qui sont sortis. Je parle pas que du mien, qui est très très cool. Mais tu vois, Lucille qui est Le prix à payer, très cool, bouquin très cool sur l'éducation financière et les inégalités femmes-hommes. Euh, qu'est-ce que je peux te citer d'autre comme livre? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs extraordinaires qui sont sortis, hein. Invisible Woman, Caroline Criado Pérez, d'où je tiens mon anecdote de l'automobile et aussi malheureusement de l'interne. Et il y en a d'autres là-dedans, plein de bouquins super cool. Les gens s'éduquent pas, donc matériau, il existe. Donc maintenant, tu vois, ma position, c'est d'abord, j'ai le droit au repos et j'ai le droit d'être tranquille aussi. Donc, si je suis dans une soirée, je suis pas là pour représenter Power ta carrière. Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui essaye de m'embrouiller sur le sujet ou qui veut lancer le sujet. Et j'ai aucun problème, tu vois, on revient sur dire non, poser des limites, à dire à la personne, j'ai pas envie d'en parler ce soir. Non, mais tu peux avoir ton avis et ton opinion. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'en parler, en fait. Parce que vous avez le droit de pas avoir envie d'en parler à la table de Noël, quoi. Un truc que j'avais mis en place une année à Noël qui était rigolo, j'avais mis en place un bingo. Comme ça, au lieu d'en parler, on s'envoyait les cartes de bingo sur Power Ta Carrière. Alors, il y a plein de Power qui m'ont envoyé des bingos, ils étaient à moitié pleins et ils étaient pas arrivés au dessert, tu vois. Mais ça peut être une façon un peu drôle de détourner le sujet. Et puis, surtout, euh, vous n'avez pas la charge de l'éducation des autres. Quand on vous dit poser des limites pour vous-même, ça ne veut pas dire que soudainement c'est pour que vous changiez la vie de tout le monde. En fait, c'est déjà pour vous préserver vous-même, quoi. Quand vous dites non à quelqu'un, s'il trouve ça inadmissible qu'une femme ait le droit de dire non, vous n'avez pas à l'éduquer sur le fait que vous êtes un être humain normal. Juste continuer à dire non et noter mentalement que cette personne ne sera peut-être pas un invité à votre mariage, quoi. C'est clair. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec, le not all men? Alors, si vous voulez vraiment répondre à la question, donc moi déjà en général, il y a deux, trois arguments comme ça. Quand on arrive là, je considère que le débat il est à peu près fini et que la personne elle est pas prête à entendre des trucs et que bon tant pis, et, tu sais, ils en arriveront quelque part. Parce que à côté de ça, on peut voir les progrès comme on disait. Tu vois, ben, tout le monde était là, crime passionnel quand j'étais Mmh. petite et Oui. que Marie Trintignant a été tuée. Et puis tu vois, maintenant, les gens ils disent féminicide et ça leur arrache plus la tête. Il y a plein de trucs qui vont passer comme ça et rentrer dans le langage, tu vois. Là, tout le monde a envie de crever sur l'écriture inclusive, mais d'ici à 10 ans, les gens, ils s'en foutront et ce sera partout, ce sera normal. Donc, faut voir aussi que, si tu veux, c'est une force et que cette force, du collectif, elle va avancer de toutes les façons.
Donc, il y a ça. Alors, bon, quand on arrive à Nottleman, moi, j'abandonne un peu. Mais si vous voulez pas abandonner, cette explication de Nottleman, j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes dessus. Par exemple, il y a des gens qui ont comme réponse de dire, si tu te retrouves dans une pièce avec plein de serpents venimeux, enfin plein de serpents, et qu'il y en a que quelques-uns qui sont venimeux, à quel point tu te sens confortable? Tu vois, ça répond à la question du not all men. Je m'en fous que tout le monde ait pas un potentiel violent, par exemple. Mais si systématiquement les violences, tu vois, c'est le livre un autre livre extraordinaire de Lucille Peytavin, Le coût de la virilité. Et c'est un livre qui explique notamment que, par exemple, 92% des viols qui sont, alors en plus, qui sont jugés ou quelqu'un est condamné, sont commis par un homme. Donc, du coup, je m'en fous que tous les hommes sont pas des violeurs, je m'en rends bien compte, je suis pas une idiote, je suis en couple hétérosexuel, etc. et tout. Ce que je te dis juste, c'est que ça vient forcément de ce groupe-là, ou quasiment exclusivement de ce groupe de personnes. Donc, il y a forcément un peu méfiance. Il y a un autre exemple aussi que j'ai trouvé rigolo, que j'ai vu il y a pas longtemps sur Twitter, c'est une femme qui disait, il y a plein d'hommes qui justifient malheureusement leur homophobie en disant, non mais moi mon problème, j'ai pas de problème avec le fait qu'il soit gay, je veux juste pas qu'il me drague et je veux pas qu'il me fasse des choses. Et du coup, elle disait, je trouve ça intéressant qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que d'une certaine manière, ils sont en train de décrire notre situation. En fait, la situation de non mais en fait, j'ai pas de problème avec les hommes en général, je veux juste pas qu'ils me harcèlent, je veux pas qu'ils me fassent un truc que je veux pas. Et tu vois, eux c'est ce qu'ils disent, je veux pas qu'ils me draguent et que je le veuille pas, je veux pas qu'ils me harcèlent, je veux pas qu'ils me touchent. Oui, bah oui, mais t'as le droit de pas le vouloir. Et d'ailleurs, les gays ne le font pas, dans l'essentiel ne le font pas. Les lesbiennes dans l'essentiel ne le font pas. Elles n'harcèlent pas sexuellement les femmes dans la rue. Donc, c'est intéressant, tu vois, qu'ils aient ce ressenti personnel, mais qu'ils n'arrivent pas à le traduire à un autre groupe social. Oui, est-ce qu'on n'a pas là aussi le phénomène qui avait... Ben, je ne sais pas si c'est pas, tu sais, la chercheuse qui avait fait les recherches sur les cours de récré, qui montrait aussi justement que l'apprentissage de l'empathie, que les petites filles très très vite sont éduquées à l'empathie, à se mettre à la place de l'autre, etc. Et que les petits garçons, non. Alors j'en parle dans le livre, mais tu vois, il y a une étude de l'Université Stockholm qui montre que s'ils servent à manger aux petites filles, aux petits garçons en même temps, à l'âge de 4 ans, dans les maternelles, dans un plat commun, les petites filles mangent moins que les petits garçons parce qu'elles font plus attention que tout le monde soit bien servi à table. Et qu'en fait, du coup, il y a vraiment des maternelles à Stockholm où ils ont choisi, à partir de cette étude, de faire des réfectoires qui sont non mixtes. En fait, ils servent les petites filles et les petits garçons séparément le midi pour être sûr qu'elles mangent mieux. Parce que du coup, quand il y a un plat et qu'elles font toute attention, bah, elles se servent toutes bien en fait. Versus quand elles font gaffe que tout le monde mange et que du coup, il y en a qui mangent plus que d'autres. Euh, donc ça te montre cette histoire d'empathie et c'est un truc aussi, tu vois, qui est sorti là récemment, mais il y avait une proposition de congé menstruel à l'Assemblée nationale et une des façons dont le député, alors c'est porté par un député et une députée, mais une des façons dont le député voulait essayer de sensibiliser ses collègues hommes, c'est qu'il leur a fait essayer un simulateur de règles. Et il leur fait lire tu sais, le préambule de la proposition de loi comme un discours pendant qu'ils ont le simulateur de règles. Et donc, ils s'en sortent pas, évidemment. Ils ont le souffle coupé, ils poussent des cris, ils se tiennent à la chaise parce que, tu sais, ils perdent l'équilibre. Enfin, tout ce qu'on connaît toutes, hein, avec lequel on s'est habitué, donc on le fait même plus maintenant, mais qui nous arrivait quand on avait 14 ans. Et donc, ils ont tous cette expérience directe de ce que ça veut dire, les douleurs menstruelles. Qu'est-ce que tu crois que ça a eu un impact sur la loi? Eh ben, ils ont voté contre. Parce que l'empathie, 5 minutes d'expérience ne suffit pas à développer une empathie. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et surtout, si tu l'as pas, il va falloir vachement plus pousser pour que le sujet devienne important et devienne politique et devienne majoritaire et qu'ils aient plus le choix. Hmm. Alors justement, je vais te poser une question qui me vient en t'écoutant. Je me fais l'avocat du diable parce que ça m'écorche de la formule à vote. Mais Mais bon, au moins j'aurais anticipé les éventuelles questions que les auditeurs auditrices peuvent se poser. Les petites filles, dès 4 ans, elles mangent moins dans le plat commun parce qu'elles veulent que tout le monde ait à manger. Qu'est-ce qu'on répond à l'interjection de oui, bah c'est biologique, c'est parce que, je sais pas, l'instinct maternel ou que sais-je. Ouais, je comprends. Hyper intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire en fait, l'argument que moi je prends souvent dans la tête, tu vois, pour aller encore plus avocat du diable avec toi, c'est que j'habite en Scandinavie et les gens me disent, tu vois, même dans ton pays,
de la Suède, il y a moins de femmes ingénieures que d'hommes ingénieurs, alors que c'est un pays égalitaire. Tu vois. Alors déjà, il n'y a pas de pays égalitaire en fait, même nous, on a plein de problèmes encore. Mais l'ingénieur en informatique, pour nous en France, et pour la plupart de l'Europe de l'Ouest et du Nord, c'est un métier d'homme. On l'a perçu comme ça. La mère de l'informatique, c'est Ada Lovelace. Donc c'est une femme. Et c'était un métier pendant la Seconde Guerre qui était un métier de femme. C'est un métier qui a basculé d'être un métier de femme à un métier d'homme. Donc tu vois, il y a déjà un problème avec cette histoire de... Il y a des trucs qui sont ancrés dans les gènes, puisqu'il y a des variations dans le temps. Et il y a des variations qui sont géographiques. Donc à l'heure actuelle, les métiers de l'informatique, c'est essentiellement des métiers d'hommes, partout où tu imagines, sauf en Tunisie et en Indonésie, où c'est considéré comme des métiers de femmes qui ne sont pas dignes des hommes parce que c'est des jobs d'intérieur et qui sont propres. Et du coup, c'est des jobs qui sont cool à faire quand tu es une femme. Et c'est là où on voit qu'en fait, tous ces trucs-là, c'est forcément des codes culturels, puisque tu vois, ils changent dans le temps et ils changent dans l'espace. Alors, je vais refaire l'avocat du diable. Pas du même côté. On va faire plaisir aux copains bourdieusiens qui nous écoutent. C'est que on est d'accord, code culturel, déterminismes sociaux, etc., etc. Alors du coup, la question c'est de dire, est-ce que vraiment les femmes de notre âge, ou grosso modo de notre génération, qui ont été déterminées sociologiquement à être des femmes, entre guillemets, est-ce que vraiment on peut s'arracher à ces déterminants sociaux? Bah, en fait, du moment qu'ils nous font souffrir et du moment que ils ne sont pas, tu vois, pleinement, il y a un truc qui a dû se foirer dans l'internalisation, puisqu'il y a un certain nombre de femmes qui contestent leur position, qui contestent l'interdiction tacite qu'on leur fait de faire X, Y, Z. Il y en a même certaines qui le contestent, beaucoup même qui le contestent avec succès. Euh, et ça nous montre que le déterminisme social et les classes sociales et tout ce bagage avec lequel on embarque n'est pas une destinée, tu sais, à la protestante, à la luthérienne, tu vois, en mode, bon, c'est une destinée, c'est une fatalité, tu feras ce que tu voudras, tu vois, ton chemin, il retombera toujours sur ce pourquoi tu es destiné et ce qui est écrit pour toi. Alors là, en l'occurrence, les luthériens, c'est ce qui est écrit pour toi par Dieu. Mais tu vois, là, ce serait le rôle qui est écrit pour toi par la société. Tu le vois aussi, si maintenant on se décentre de l'Europe, tu le vois dans les mouvements révolutionnaires pour les femmes, qui sont soutenus d'ailleurs souvent par des femmes, par des hommes aussi, dans plein de pays. Par exemple, on n'oublie pas Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui te montre bien que tu peux essayer de conditionner les gens un max à un moment donné. Il y a un certain nombre de gens et une masse de plus en plus critique qui vont trouver ça anormal. Parce que je pense aussi qu'on est capable de voir l'injustice et que l'injustice, c'est pas un truc qui connecte très très bien avec nous, qui marche très bien avec notre cerveau. Notre cerveau aime pas beaucoup l'injustice. Donc tant qu'on peut rationaliser la dissonance cognitive, ça va. Dès que c'est plus possible, ça devient dégueulasse. Il y avait Emmanuel Todd, hein, qui a pas fait que des travaux intelligents, malheureusement, mais qui, dans ses premières époques, quand il était encore concentré sur son sujet, produisait des trucs intéressants. Et un des trucs qu'il produisait, c'est il expliquait le printemps arabe. Et il expliquait que le printemps arabe, ça pouvait avoir été, en fait, on était complètement capable de l'avoir prédit. Lui, d'ailleurs, en fait, quelques années auparavant, disait, il va forcément se passer un truc. Alors, je peux pas vous dire exactement quand, mais en gros, je peux vous dire que la marmite est pleine et que ça bout. Et il disait que ça se voyait au taux d'alphabétisation des gens. Et qu'en fait, plus les gens deviennent éduqués, moins ils sont capables d'accepter des situations très très injustes du point de vue du pouvoir politique, du pouvoir économique, et que ce soit en étant des femmes ou en étant des hommes. Tu vois, là, en l'occurrence, c'est tout un peuple qui se rebelle contre le fait qu'il n'a pas de pouvoir politique et que le pouvoir économique aussi lui échappe. Mais tu vois, dans d'autres pays, c'est les femmes qui se rebellent en mode, maintenant qu'on est éduqué, on sait que ce n'est pas normal comme situation. Avant d'en arriver à la dernière question que je voulais te poser, je reviens une seconde sur cette histoire des finances, puisque me suis rappelé d'une étude qui montrait que les femmes, alors c'était aux États-Unis, je crois, que tu regardes l'augmentation des salaires des femmes et que plus les femmes gagnent d'argent, plus elles gagnent plus que leur mari, plus elles divorcent. Oui, oh mon Dieu, oui, j'ai vu ce truc, c'est déprimant. J'ai vu aussi que plus les femmes gagnent, moins elles trouvent. Et une grosse pensée pour ma poteau Léa qui cherche quelqu'un et qui galère en me disant la même chose. Qu'apparemment, ouais, plus elles gagnent leur vie, plus, comment ça s'appelle, elles ont du mal à trouver un compagnon. Moi, je pense là-dessus que pour le coup, j'ai eu de la chance, hein. J'ai pas à vous éduquer, parce que moi, le sujet
le sujet du coaching dating, c'est pas mon sujet, les gars. Je peux juste vous parler ouais, de mon expérience personnelle, hein. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me dit c'est cool, plus tu deviens riche, plus il y a des chances que je devienne homme au foyer. Donc, bon, tant mieux pour lui. Par contre, le précédent, ça avait été beaucoup plus compliqué et on a rompu nos fiançailles parce qu'en fait, on n'arrivait plus à s'entendre sur rien. Et il espérait obtenir une army wife. Ceux qui me connaissent un tout petit peu ou même qui me connaissent d'Instagram se disent quoi? C'était toi le casting pour l'Army Wife? Ouais, mais raté, le casting foiré. Euh, donc c'est un peu déprimant. Et il y a même aussi j'ai vu des sujets autour, alors encore une fois, là, pour le coup, j'ai pas d'expertise, c'est que de la lecture, mais j'ai vu des sujets autour du lesbianisme politique, où en fait, t'as des femmes qui se disent, je trouve jamais un mec, je vais me mettre avec une meuf, c'est mieux. Alors j'imagine qu'il faut quand même avoir au moins en partie cette orientation, être un peu intéressé quand même, hein, parce que ça doit pas être juste peu un choix, mais tu vois, il y a des gens qui apparemment aussi font ce choix-là. J'avais lu qu'il y avait même des vieilles dames qui expliquaient que quand leur mari est mort, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient vécu toute leur vie au service de quelqu'un et tout, et que par la suite, elles avaient décidé soit de vivre dans des communautés de femmes, soit de se mettre en couple avec une femme et en fait de finir leur vieux jour avec quelqu'un qui leur donnait autant qu'elle donnait en retour, quoi. D'accord. Alors, pour finir sur une note positive et actionnable, je te propose de coupler ce truc-là avec une paraphrase de ton bouquin, les deux, trois conseils pour terminer cet épisode que tu peux donner à nos auditrices pour réussir leur vie pro sans y laisser leur peau, du coup. Ouais, pas de souci. Alors, laissez tomber complètement le mythe de la méritocratie. C'est pas les gens qui bossent le plus qui réussissent le mieux, c'est les gens qui sont capables de faire leur autopromo. Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift font leur autopromo. Coca-Cola fait des campagnes de pub tous les Noëls, tous les étés, toutes les Coupes du Monde, tous les JO, tous les je sais pas quoi. Donc autant te dire que tu peux pas te permettre de skipper sur la pub. Alors, les entrepreneurs, on s'entend, je vous parle pas de Facebook Ads ou je sais pas quoi, mais juste en général, faites savoir ce que vous faites, faites savoir que vous le faites bien. C'est extrêmement important, c'est aussi important que de bien travailler. Le réseau est indispensable. Connectez-vous les unes aux autres. On a parlé de sororité, ça va avec. Bien sûr, connecter avec des hommes aussi, mais c'est pour dire le réseau, ça va être indispensable. C'est comme ça qu'on découvre des opportunités. C'est comme ça qu'on arrive à avancer dans sa vie pro. C'est le secret que ceux qui réussissent ne disent pas à celles qui ne réussissent pas. Donc, vous l'aurez entendu ici, pour la première fois, si vous en avez besoin. Et le troisième point de vue que je propose, c'est aussi apprenez à dire non et à poser des limites. C'est normal en tant qu'individu, pardon, d'être capable de poser des limites. C'est normal d'avoir des limites. C'est votre bon droit, en fait. Il y a peut-être des gens qui vont vous expliquer que vous n'avez pas le droit ou qui vont vous expliquer que vous pouvez pas leur dire non. Si vous ne pouvez pas dire non à une question, c'est pas une requête, c'est un ordre. Et ce n'est pas normal. Donc, vous pouvez vous sortir de cette situation, y compris si c'est boîte toxique avec laquelle vous bossez. Vous n'arriverez pas à les réformer. Par contre, c'est un incendie. Sortez de là, même par la fenêtre, quoi. Et pour votre propre boîte, encore plus, c'est à vous. C'est une vraie entreprise. Vous avez le droit de la défendre. Et donc, vous avez le droit de poser des limites sur ce qui est acceptable ou pas. Comment est-ce que toi tu as fait tout ce cheminement-là? J'imagine que c'était pas inné. Moi, j'ai fait 10 ans à tâtons. Et alors, je vous ai raconté juste avant que j'ai foiré des fiançailles, mais attendez, parce que la faute sur le mauvais casting à Army Wife, elle nous est commune. Parce que lui, il s'est regardé et il s'est dit, tiens, elle a un potentiel à ce que je lui fasse des gamins et que je passe ma vie dans l'armée comme médecin à sauver des enfants au Burkina Faso. Et moi, je me suis dit, tiens, si c'est ce qu'il veut, et si c'est mon compagnon, je mérite pas mieux et forcément, faut que je fasse avec. Jusqu'au jour où c'était littéralement impossible de faire avec. Jusqu'au jour où il s'est mis à prendre toutes les décisions de notre vie familiale sans me compter dedans et où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et où j'ai dit juste un peu non et où ça a coincé parce que ça faisait partie des gens qui n'acceptaient pas non. Et toute notre rupture, les fiançailles ratées, c'est j'ai dit non à une chose. J'ai dit que j'étais plus d'accord pour que tout se fasse sans moi et ça ne fonctionnait plus. Donc, pour vous dire que on apprend sur le tas, hein, que je sais pas si je suis très haut dans le concours de la boulette, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Un burn-out à 21 ans, rompu des fiançailles à 24, on est bien dans la boulette.
Donc vous inquiétez pas. Et puis c'est aussi l'intérêt, tu vois, de Power ta carrière sur Instagram et du livre Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau. C'est, je vous partage, il y en a encore plus, hein, des boulettes en transparence là-dedans. Je vous partage toutes les conneries que j'ai fait et à chaque fois pourquoi ça n'a pas marché. Et comme ça, vous faites pas celle-là. Vous prenez comme conseil et vous appliquez le truc qui est correct direct. Et puis vous faites des boulettes plus loin sur le chemin et vous racontez aux petites sœurs. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Mais quand tu parles justement dans le premier conseil que tu as donné, de l'autopromo, ça pourrait marcher aussi pour le réseau. Souvent, ce que je peux entendre des entrepreneuses avec lesquelles j'échange, c'est je le sais qu'il faut que je fasse mon autopromo. Je sais qu'il faut que je fasse du réseau, mais j'ai peur, mais j'ose pas, mais je me sens nulle, mais je me sens inférieure. Et donc, toute cette capacité que tu as bah, justement à faire ton autopromo, à parler de ton bouquin, à parler de la boîte, etc. J'imagine que tu l'as appris, bien sûr, avec les années. Comment on fait pour apprendre ça pour celles qui nous écoutent et qui n'osent pas le faire? Ah ben, comme je te dis, en fait, c'était un des intérêts de faire un livre, c'était vraiment cette idée de je vais vous filer les clés parce que j'ai pas envie que vous tâtonniez, que vous fassiez du trial and error et test and learn comme j'ai fait moi. Le but du jeu, c'est que vous ayez plus à faire le test and learn. On vous dit, hein, ça marchait pas, c'était très très nul, ça marchait, ça marche encore mieux. Et vous pouvez prendre là-dedans. Pour donner un exemple sur le réseau, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un réseau correct, mesdames. Parce que un réseau correct, c'est quoi? C'est des gens sur lesquels tu peux compter qui t'apprécient et qui ont envie de te soutenir, et qui eux ont eux-mêmes des connexions et un réseau dont tu pourras aussi bénéficier, ce qui est un peu le cas de tout le monde, tu vois. Et souvent, on se dit, mais en fait, pour réseauter, tu sais, il faut sortir de son corps et faire des trucs super bizarres, genre envoyer des cold messages et parler à des gens qu'on ne connaît pas, etc. Alors qu'en fait, les femmes réseautent très, très bien naturellement quand il ne s'agit pas de leur propre intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez, on va parler aux mères, elles vont comprendre. Vous cherchez la meilleure école publique pour votre gamin. Vous voulez savoir la collège là ou l'autre collège de quartier, les deux machins là, lequel est bon, lequel est dégueulasse, dans lequel les profs fonctionnent bien, dans lequel ils ont des bons résultats, etc. Là, vous allez réseauter, vous allez parler au comité des parents d'élèves, vous allez parler à la voisine qui a eu un gamin qui était allé là-bas, et puis vous allez parler à une autre voisine, et puis vous allez vous connecter à un groupe Facebook, etc. Mais c'est pas une affaire de pas savoir faire. C'est une affaire de pas vouloir se le mettre à son propre service parce qu'on pense qu'on le mérite pas. Mais ça, tu vois, c'est une autre question. Oui, alors, tout ça me paraît super pratico-pratique. Donc, je suis ravie pour nos auditrices, principalement, parce que je pense que voilà, elles pourront récupérer plein de conseils à appliquer concrètement. Et puis, évidemment, il y a tout le travail de fond. Ça fait aussi partie de ton métier, du coaching, de tout le travail de fond, j'imagine, hein, pour déconstruire bah, toutes les croyances qui sont là et qui leur enquiquinent la vie, par exemple, sur faire son autopromotion, etc. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais parler? Eh ben, le mot de la fin pour toutes les powers tout le temps, c'est que c'est hyper important pour moi de vous dire à chaque fois, tu mérites le meilleur. Et tu vois, ça va avec notre sujet précédent, mais c'est vrai. Il faut se convaincre, tu mérites le meilleur, pas la moitié du meilleur, pas les miettes, pas un petit bout, tu mérites le meilleur en entier pour toi dans ta vie. Très bien. Bah, écoute, c'est une très belle note de fin. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir répondu à mes questions et d'être venue nous parler de tout ça. On a tous les liens, bien sûr, en description pour retrouver les bouquins dont tu as parlé, le tien, bien entendu, et puis ton site, l'étude dont tu nous as parlé. Bref, tous les liens y sont. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Merci beaucoup, Laura.